Pour le bon déroulement de cette conférence, je vous demande d'éteindre le portable. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid le professeur Abdelkarim Soukhal. Bienvenue au Forum del Moudjahid, professeur. Merci. Docteur, vous êtes épidémiologue et aujourd'hui on va aborder la problématique de l'épidémie de la rougeole. Donc depuis le 4 février dernier, on assiste à une explosion de cas de rougeole, plus de 2000 recensés dans 13 wilayas et on a enregistré 5 décès. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé. Docteur, est-ce qu'il est normal qu'en 2018, on meure de la rougeole? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La question est directe, certes, mais la réponse ne peut pas être directe. Pourquoi? Parce que la rougeole est une maladie qui existe encore de par le monde. Elle peut entraîner des décès comme n'importe quelle maladie. Dire que la rougeole est connue de tout temps comme étant une maladie mortelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rougeole est une maladie à déclaration obligatoire, qu'elle a existé, qu'elle a toujours existé, elle existe et elle existera encore tant qu'on n'arrivera pas à maîtriser cette maladie et qu'on maîtrise surtout la propagation de la maladie. Justement, qu'est-ce qui explique cette explosion? En l'espace de moins d'un mois, de plus de 2000 cas, 13 wilayas touchés par la maladie. Alors, en tant qu'épidémiologiste, je dois vous dire que je suis très méfiant en ce qui concerne les terminologies, parce que lorsqu'on parle d'une épidémie ou d'une explosion ou quoi que ce soit, il faut savoir de quoi l'on parle. Le terme épidémie est quelque chose d'extrêmement important et précis. On ne peut parler d'épidémie que lorsqu'il y a une augmentation anormale du nombre de cas d'une maladie, quelle que soit d'ailleurs cette maladie, mais par rapport à une situation antérieure qui est bien connue, bien maîtrisée. C'est-à-dire que j'ai des données très fiables de la maladie, elle est déclarée, elle est répertoriée, et puis on assiste à une augmentation anormale du nombre de cas de cette maladie. Et là, à ce moment-là, on peut dire que à partir du moment où on va dépasser un seuil de cette maladie, oui, on rentre en phase épidémique. Est-ce que c'est le cas pour la rougeole? Donc, pour la rougeole, il ne s'agit pas d'épidémie? Non. Pour la rougeole, nous avons fixé, en termes ici en Algérie, le nombre de cas dans une baladia au-dessus de 5 cas par semaine du nombre de cas de rougeole pour dire nous sommes en phase épidémique. Et donc, l'apparition de nouveaux cas d'une maladie dans une commune ou dans une wilaya va dépendre du nombre de cas qui a été enregistré et on peut à ce moment-là dire oui, nous avons dépassé le seuil épidémique et nous rentrons dans l'épidémie. Donc on ne peut pas parler d'une épidémie de rougeole. Non, pour l'instant, il y a une épidémie mais circonscrite dans des wilayas bien déterminés où le nombre de cas enregistrés a dépassé le seuil épidémique. Et à votre avis, est-ce que ça mérite ce tapage médiatique? Si vous le permettez, on ne peut pas parler de tapage médiatique, mais d'information de la population sur la situation épidémiologique d'une maladie. Pour cela, il faut bien maîtriser cette situation épidémiologique. Et c'est pour cette raison qu'avec votre permission, on va reprendre un petit peu qu'est-ce que la rougeole et quelle est l'évolution de l'épidémiologie de la rougeole dans notre pays depuis 1963 jusqu'à 2018. Comme ça, on aura une vision complète et on pourra comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a eu ceci, pourquoi il y a eu cela, pourquoi dans cette région il y a eu ceci et pourquoi dans cette région il y a eu cela. Merci docteur, donc je vous laisse le soin de présenter cet exposé. Merci beaucoup.
Pour commencer, je voudrais tout simplement rappeler que la rougeole est une maladie éruptive et que dernièrement, dans la presse, on a montré des scarlatines et pas des rougeoles. Parce que la rougeole ne donne pas d'éruption au niveau de la plante des pieds et de la paume des mains. C'est la scarlatine qui donne ça. Et donc, il est anormal que dans un journal d'information, des journaux, il y en a quelques-uns, ils présentent une maladie à la place d'une autre et qu'ils parlent de l'épidémiologie d'une maladie à la place d'une autre. Et ça, c'est un peu un manque de peut-être d'attention dans les photos qui sortent comme ça des... Et ça frappe les personnes et c'est pas bon parce qu'on croit que la rougeole, on la voit au niveau de la main, c'est pas vrai, il n'y en a pas. Bien. Ceci étant, je voudrais tout simplement vous rappeler en termes d'introduction que la vaccination va consister à administrer un vaccin pour provoquer une réponse immunitaire, pas plus, qui va protéger le sujet vacciné de la maladie, s'il se trouve en contact avec l'agent infectieux en cause. Donc, lorsqu'on vaccine contre une maladie, c'est uniquement pour provoquer une réponse immunitaire et pas pour autre chose. Si elle est réussie, cette vaccination va entraîner l'immunisation, c'est-à-dire la protection, et le vacciné à ce moment-là est rendu immun à la maladie qui est causée par l'agent pathogène. Donc le simple rôle de vacciner, c'est surtout pour protéger. Et la vaccination, c'est une méthode extrêmement efficace pour prévenir certaines maladies infectieuses. Alors du point de vue de l'individu, comme de la santé publique, il est plus utile et surtout, il est plus économique de prévenir que de guérir. Les vaccins sont généralement très sûrs et les réactions indésirables, graves, sont très rares. C'est pour ça que l'Organisation mondiale de la santé, avec l'UNICEF, suivent de très très près depuis de nombreuses années tous les programmes de vaccination du monde entier. Et les programmes de vaccination systématique, on protège la plupart des enfants du monde contre des maladies infectieuses qui faisaient autrefois des millions de morts tous les ans. C'est pour ça qu'on a mis en place le programme élargi de vaccination de l'enfant qui s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre la mortalité infantile qui a été mis en place depuis 1984 en Algérie. Pourquoi? Parce que la protection de la mère, la protection de l'enfant a toujours constitué une priorité de santé publique. Une priorité qui a été appuyée par une volonté politique qui a été soutenue et qui traduit l'engagement résolu de l'Algérie dans la lutte contre les maladies infectieuses. Et les programmes de vaccination ont toujours constitué une option stratégique dans la politique nationale de santé. Pourquoi? Parce que l'objectif principal du programme élargi de l'enfant, c'est de réduire la morbidité liée à la maladie et de réduire la mortalité liée à la maladie et surtout pour les maladies qui sont contrôlables par la vaccination. Parce qu'il y a des maladies qui malheureusement n'ont pas encore de vaccin efficace qui puisse permettre de s'en protéger. Et je prendrai comme exemple, et vous le savez tous, le HIV, donc le sida, pour lequel depuis des années on essaye de mettre en place un vaccin et on n'arrive pas. C'est pour vous dire. Et tout programme de vaccination s'inscrit dans les engagements internationaux qu'a pris l'Algérie vis-à-vis de l'OMS, dont l'objectif du millénaire, c'est de réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans entre 1990 et 2015. Donc on doit réduire, on a pris l'engagement solennel auprès de tout le monde lorsqu'on a signé l'engagement au niveau de l'Organisation mondiale de la santé dont on fait partie. Au plan de l'historique des vaccinations, ça a été une action constante, une action soutenue depuis l'indépendance. Et déjà en 1966, une première mesure d'envergure nationale a été prise avec la généralisation de la vaccination par le BCG contre la tuberculose. En 1969, et ça a été un tournant dans le cadre des vaccinations en Algérie, ça a été la promulgation du décret 69/88 qui a rendu obligatoire et gratuit la vaccination contre certaines maladies infectieuses. Parmi ces maladies infectieuses, vous aviez la poliomyélite, la tuberculose,
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la variole. Comme vous pouvez le constater, à l'époque, en 69, on n'avait pas la rougeole. Mais on a ces maladies qui étaient pour lesquelles on devait être vacciné obligatoirement et gratuitement. De 1968 à 70, on a organisé à ce moment-là des campagnes de masse de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la polio. À l'époque, la poliomyélite est une poliomyélite qui n'était pas vivante, le virus n'était pas vivant. Elle était introduite à l'intérieur d'un vaccin qui s'appelait à l'époque le tétracoque. Et cette vaccination se faisait donc à l'échelle nationale pour l'ensemble des enfants. Et ce n'est qu'en 1973 qu'on a organisé la campagne nationale de vaccination massive avec utilisation pour la première fois du vaccin polio qu'on utilise jusqu'à maintenant, oral, le VPO, le vaccin polio oral où il y avait 3 virus qui étaient un vaccin vivant, trivalent, et son intégration dans le calendrier national de vaccination. C'est quoi à ce moment-là? En 1973, on a inversé un petit peu le phénomène de la polio puisqu'on est passé de l'injectable à l'oral. Et on a arrêté l'injectable à l'époque, on est passé donc du tétracoque au VPO, puisque à ce moment-là, il fallait faire des vaccinations selon un calendrier, et tout le monde se rappelle qu'à ce moment-là, donc en 1973, lorsqu'on avait lancé cette campagne de vaccination avec les différentes modalités du calendrier vaccinal, c'était donc à 3 mois qu'on commençait, 3 شهور التطعيم الأول، 4 شهور التطعيم الثاني، 5 شهور التطعيم الثالث، 18 شهر الإعادة. 18 شهر الإعادة. Donc il fallait, pour le DT-CoQ polio, il fallait les 4 injections obligatoires pour pouvoir protéger tous nos enfants. Et on avait introduit à ce moment-là la rougeole qu'on va voir tout de suite, et à ce moment-là on disait que c'était à ce moment-là la rougeole. Bouhamron, voilà donc le calendrier de l'époque qui, depuis 1985, fonctionne normalement. Et lorsqu'on a introduit le vaccin anti-rougeoleux, il y a eu près de 1 million d'enfants de moins de 4 ans qui ont été vaccinés contre la rougeole à l'époque, vous voyez, 85. Nous sommes déjà en 2018, donc vous voyez toute l'étape qui est arrivée, puisque en 85, 86, 87, on a fait des journées de vaccination contre le DT-CoQ polio, et ensuite, jusqu'à 88, on a organisé des journées de rattrapage avec la polio et le vaccin anti-rougeoleux. Donc vous voyez qu'en 88 déjà, on faisait des campagnes de rattrapage pour avoir encore d'autres doses d'immunisation de nos enfants. Puis, ensuite, ces stratégies de campagne de vaccination, cette campagne de vaccination de masse, ont fait place à l'intégration aux soins de santé de base. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce moment-là aux populations de venir dans les structures de santé pour se faire vacciner de manière systématique selon un calendrier, et chaque enfant avec son registre, son carnet de vaccination qui lui permettait, puisque la loi vous demande qu'à l'entrée à l'école, toute personne doit présenter son carnet de vaccination. Donc il fallait enregistrer toutes ces vaccinations pour pouvoir permettre une scolarisation normale de cet enfant, puisqu'il rentrait dans un cadre très particulier au milieu d'une collectivité. En 1990, il y a eu intégration des maladies évitables par la vaccination dans un arrêté qui a fixé la liste des maladies à déclaration obligatoire. Et donc, toutes ces maladies obligatoires, en faisant la déclaration, nous permettaient donc de suivre l'évolution de la maladie en fonction des actions qu'on allait mettre. On va voir ensuite que la mise en œuvre de ce programme d'éradication de la polio qui a été mis en place en 1993 nous a permis d'arriver maintenant en 2018, donc il nous a fallu presque 18 ans de lutte contre une maladie contrôlable par la vaccination pour arriver à obtenir le certificat d'élimination de cette maladie de notre pays. Donc en 2000, il y a eu l'accréditation du laboratoire national de virologie de l'Institut Pasteur d'Algérie pour la polio par l'Organisation mondiale de la santé. Et ensuite, en 2013, est arrivé un nouveau virage, puisqu'on a intégré la rubéole dans l'arrêté ministériel portant la liste des maladies à déclaration obligatoire, pour qu'on puisse savoir comment on peut surveiller une maladie au plan épidémiologique si cette maladie n'est pas déclarée par le personnel de santé et par les médecins. Il faut dire que dans le code de déontologie, c'est très clair. Il y a un certain nombre, il y en a exactement 42
maladies qui doivent obligatoirement être déclarées par le médecin, le laboratoire aussi, lorsqu'il en fait le diagnostic. Cette déclaration est une obligation légale. Il faut dire que malheureusement en Algérie, la sous-déclaration est quelque chose qui est pratiquement permanente et étendue à l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'on ne déclare pas. On voit une maladie à déclaration obligatoire, mais on ne déclare pas. Et c'est ce qui fait que cette sous-déclaration, souvent, va un petit peu manquer de visibilité dans le cadre de l'évolution de ces maladies. Et à un moment donné, on déclare et on dit, tiens, il y a une épidémie. Non, c'est faux, c'est pas ça. Je veux dire, et je répète encore que cette notion d'épidémie est très, très, très bien codifiée. Les maladies sont déclarées de manière obligatoire, tout le temps et en permanence, au quotidien, si je puis dire. Et chaque semaine, si un système de déclaration est valable, c'est qu'il y a eu la déclaration de ce qu'on appelle le 0 cas. Je déclare double 0. J'ai pas de cas. Double 0. Si je ne déclare pas double 0, c'est que je ne fais pas de déclaration. C'est pas compliqué. Je ne peux pas déclarer un beau jour 10. C'est pas possible. Il faut que je déclare double 0, puis tout d'un coup, je déclare 1 ou 2 ou 3, et puis je déclare. Et donc la déclaration double 0 est la base de tout système de déclaration. Je dois dire, et c'est la première chose, que ce système de déclaration en Algérie est un petit peu obsolète parce qu'on n'a pas encore introduit l'informatique. Et donc, tant qu'on est encore dans un système de déclaration à papier, en fax, on est un petit peu en décalage par rapport à la réalité du temps qui va très 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 vite. Il y a eu quand même un effort, un investissement de plus en plus important en matière de vaccination de routine, puisque ce qu'il faut dire, c'est que plus d'1 million d'enfants de moins d'1 an et plus de 2 millions d'enfants en milieu scolaire sont vaccinés chaque année. Chaque année, ce sont des millions d'enfants qui sont vaccinés. Et pour prendre l'exemple du vaccin contre la polio, entre 1993 et 2014, 38 millions d'enfants de moins d'1 an ont été vaccinés, soit 76 millions de doses de vaccins contre la polio qui ont été administrées sans compter les doses reçues dans le cadre de l'application du calendrier de routine. Donc c'est pour vous dire la logistique importante mise par notre pays dans le cadre de la vaccination pour vacciner des millions et des millions et des millions d'individus, chose qu'on ne voit pas tout le temps, mais qui se fait en permanence. Et il y a également, en matière d'activité de soutien, une formation du personnel qui est complète, totale, et la mobilisation sociale, qui a toujours été, puisque tous les parents vaccinaient leurs enfants, on va le voir après avec les couvertures vaccinales, puisque tout était sous-tendu par un programme d'information, éducation, communication. On n'a jamais manqué de parler de vaccination et surtout en matière de financement, puisque le financement est garanti par l'État dans le cadre de la Constitution, c'est le droit à la santé et la gratuité est totale pour tous. Aucun vaccin n'est payant nulle part. Tout est gratuit, tout est délivré gratuitement par l'État. On a maintenant intégré les vaccinations complètement aux activités de soins de santé de base comme élément fondamental de la politique de santé. Donc, pour la vaccination à la naissance, elle se réalise au niveau des 195 établissements publics hospitaliers, des 16 CHU, des 32 complexes mère-enfant, ainsi que même dans le secteur privé, puisqu'on a donné depuis une dizaine d'années l'autorisation au secteur public de s'intégrer dans le programme de vaccination à condition. Il reçoit ces vaccins donc gratuitement de la part des structures de santé, mais en contrepartie, il leur donne la couverture vaccinale qu'il a réalisée, c'est-à-dire le nombre d'actes qu'il a effectué tout le temps avec les vaccins qu'il a reçus pour l'intégrer dans l'évaluation globale. Et maintenant, pour le suivi de la vaccination, ça se réalise au niveau des 7000 structures de santé de proximité, ainsi que du secteur privé pour l'ensemble du territoire. Il n'y a pas une structure de santé de proximité où il n'y a pas le vaccin pour protéger nos enfants. Et donc là, c'est une activité obligatoire, c'est une activité entièrement prise par l'État qui est gratuite. Donc, ce qui se pose comme problème en termes d'évolution des maladies, c'est qu'on a une actualisation régulière du calendrier vaccinal conformément aux recommandations internationales et surtout
aux exigences de l'épidémiologie nationale. Puisque en 1997, il y a eu un tournant en termes de rougeole, puisque c'est à ce moment-là qu'on a introduit des rappels contre la rougeole, la diphtérie, le tétanos et la polio. Le rappel est quelque chose, c'est-à-dire une deuxième dose de la rougeole a été introduite en 1997. En 2000, on a fait évoluer notre calendrier vaccinal, puisqu'on a introduit le vaccin contre l'hépatite virale B à la naissance. En 2007, on a introduit le vaccin contre l'hémophilus influenzae B. Donc, ce qui veut dire que l'évolution du calendrier vaccinal se fait conformément aux recommandations de l'OMS, puisque en 2011, on a organisé le premier workshop avec la collaboration de l'OMS pour actualiser le calendrier vaccinal, et en 2013, on a fait un deuxième workshop avec l'OMS et l'UNICEF aussi, d'ailleurs, pour actualiser encore le calendrier vaccinal. C'est quelque chose qui est très dynamique. Un calendrier vaccinal doit s'adapter à l'épidémiologie des maladies dans le pays, et il doit donner des séquences de vaccination. Ainsi, en 2014, et c'est la dernière actualisation du calendrier vaccinal algérien, on a introduit 4 nouveaux antigènes. 4 nouveaux antigènes, en fait, on a introduit la rubéole, qui est devenue obligatoire et gratuite. On a introduit les oréons, qui sont la vaccination contre les oréons, qui est devenue obligatoire et gratuite. On a introduit la vaccination contre les infections à pneumocoque, qui est devenue obligatoire et gratuite. Et on a introduit, à ce moment-là, la poliomyélite par vaccin inactivé, c'est-à-dire par injection et non plus par ingestion. Puisque le vaccin triple normal, vaccin polio, est oral, et maintenant il est en plus, il est injectable pour avoir une double immunité, puisque nous sommes en free polio, nous n'avons plus de polio, il ne faut pas que le virus revienne de nouveau. Donc nous sommes en train de verrouiller un petit peu tout cela, et c'est pour ça que nous avons maintenant le nouveau calendrier vaccinal qu'on va reprendre en détail tout à l'heure, qui va porter donc sur le BCG contre la tuberculose, contre l'hépatite B, contre la poliomyélite, et puis vous avez un certain nombre également de vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la polio, l'hémophilus influenzae B, l'hépatite virale, la troisième dose, l'hépatite B, le pneumocoque, le vaccin contre la polio qui est injectable, le vaccin contre la rougeole, les oréons et la rubéole, et ensuite vous avez tous les autres rappels. Alors comme vous voyez, nous avons à la naissance, nous avons modifié le vaccin, puisque c'était catastrophe, et bien maintenant c'est à 2 mois, puisque nous avons avancé un petit peu à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois, ensuite vous avez à 11 mois, et puis vous avez à 12 mois, ensuite à 18 mois, ensuite à 6 ans, et à 11 ans, 13 ans. Donc vous voyez que toutes ces séquences, c'est ça un calendrier. Il faut suivre le moment et au moment voulu, faire les différentes injections antigènes qui sont nécessaires pour protéger l'enfant. Si je prends un exemple ici donc de la rougeole, vous voyez, maintenant en 2014, vous avez la première dose qui va se faire à 11 mois et non plus à 9 mois. À 9 mois, il n'y a pas. On a reculé un petit peu la rougeole à rougeole, oréon, rubéole. Et ensuite le rappel à 18 mois, rougeole, oréon, rubéole. Voilà à partir de 2015 comment ça va se passer. C'est-à-dire que vous avez une séquence qui va permettre de vacciner l'ensemble des enfants pour pouvoir les protéger contre la rougeole, mais en même temps contre les oréons et la rubéole. On va reprendre tout ça après, parce que l'expérience a montré la nécessité de réajuster et d'adapter sans cesse la stratégie vaccinale en fonction de la surveillance épidémiologique des maladies contrôlables par la vaccination. On est obligé de s'adapter et on doit demeurer très vigilant en termes de vaccinologie parce qu'il y a des changements, il y a des choses qui doivent s'adapter à des objectifs. Et les objectifs de l'Algérie sont ambitieux et les résultats qu'on a obtenus d'ailleurs sont très encourageants comme on va le voir. Les objectifs qui ont été fixés, c'était l'éradication de la polio par l'atteinte des objectifs de la surveillance dans le but d'avoir la certification de l'élimination de la polio en Algérie, en vous rappelant ces 2 termes. L'éradication de la polio, c'est pour la planète. L'OMS veut éradiquer la poliomyélite comme elle a fait pour la variole.
Mais chaque pays doit éliminer la poliomyélite et donc obtenir son certificat d'élimination de la polio. Donc ce sont les deux termes qu'il faut bien mesurer. On ne parle pas d'éradication de la polio en Algérie. Non, on parle de l'élimination, comme on veut éliminer telle maladie ou telle maladie ou telle maladie. Mais l'éradication, c'est lorsqu'elle a disparu de la planète. Pour l'instant, seule la variole a été éradiquée depuis 1980. Il n'y a plus un seul cas de variole dans le monde. Ça a été éradiqué. Tous les autres sont en voie d'élimination pour arriver à l'éradication. On veut également éliminer la rougeole et la rubéole. Et c'est un des objectifs importants sur lequel, comme on a éliminé on veut éliminer la diphtérie, mais pour cela, il faut atteindre des taux de couverture vaccinale de 95% des assujettis. Ce qui veut dire quoi? Non seulement il faut un vaccin de qualité, mais également il faut une quantité, c'est-à-dire atteindre des couvertures vaccinales qui puissent permettre de stopper la diffusion des maladies. Et ce taux de couverture vaccinale, qui est le rapport entre des personnes qui ont été vaccinées avec les personnes à vacciner, donc c'est un rapport qui nous permet de dire oui, on a atteint un taux de couverture suffisant pour bloquer la propagation de la maladie. Et c'est pour ça que depuis l'Algérie est un pays où on ne voit plus de polio, et maintenant parce qu'on a atteint des taux de couverture vaccinale de 90%. Et c'est pour cette raison que les taux de couverture vaccinaux de 86 à 2010, comme on peut le voir sur cette courbe, vous voyez, regardez pour la rougeole, on était à des taux très bas de couverture vaccinale et puis progressivement on est en train de monter, de monter, de monter. Et comme on peut le voir, c'est encore un des taux qui est le plus bas par rapport par exemple au BCG où on a réussi quand même à atteindre des taux de couverture vaccinale de 99%. Ce qui veut dire que c'est excellent, dans la mesure où on a réussi, grâce au BCG, à faire disparaître en tout cas deux maladies de l'enfance, qui sont la méningite tuberculeuse et la mière tuberculeuse. Il n'y en a plus en Algérie, grâce à la vaccination BCG. On n'a pas éliminé la tuberculose. La tuberculose a continué, puisque maintenant, elle est passée de la tuberculose pulmonaire à la tuberculose extrapulmonaire, mais ça, c'est un autre problème en termes d'évolution de cette maladie. En milieu scolaire aussi, puisque vous voyez qu'à partir de 6 ans aussi, il y a les rappels à faire, le taux de couverture vaccinale qui était atteint en fonction des classes, vous voyez, était très bon puisqu'il tournait autour de 95-98%. Jusqu'en 2010, on avait des taux de couverture, ce qui fait que en ayant des taux de couverture vaccinale qui étaient intéressants chez les enfants et chez les enfants scolarisés, donc on avait une maîtrise de toutes ces maladies contrôlables par vaccination. Donc la stratégie vaccinale se fait toujours sous forme de deux stratégies qui se suivent, se complètent et s'entremêlent quelquefois. On organise des campagnes de vaccination lorsqu'on veut faire des campagnes de masse pour couvrir le maximum de personnes en un minimum de temps. C'est pour aller plus vite que la transmission de la maladie elle-même, de la bactérie ou du virus. On peut le faire également en subnational, comme on l'a fait avec les Tunisiens et les Marocains, puisqu'on a des journées maghrébines de vaccination où on entreprend des campagnes de masse, parce que les virus, malheureusement, ne connaissent pas non plus les frontières. Ils passent d'un pays à l'autre. Et puis vous avez des campagnes également au profit des enfants qui sont issus des wilayas frontalières et des populations migrantes qu'on vaccine systématiquement dès qu'ils rentrent en Algérie, ou qu'on fait avec nos voisins pour qu'on puisse avoir des taux de couverture vaccinaux qui sont intéressants au plan de la transmission de la maladie. Et puis on a des campagnes de rattrapage avec des journées de vaccination, des semaines africaines de vaccination, ce qui fait qu'on a institué, en plus de la vaccination systématique de tous les jours dans toutes nos structures de santé, des campagnes de vaccination qui sont généralement des campagnes de rattrapage. En matière de formation, de supervision, on a également entrepris beaucoup de sessions de formation, de sensibilisation, d'information. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est la mobilisation sociale. La mobilisation sociale, parce que
Elle doit être actualisée, elle doit être diffusée, et sans mobilisation sociale, on n'atteindra jamais des taux de couverture vaccinaux qui nous permettent de stopper la diffusion de la maladie. Et c'est là où va intervenir, on verra après, que c'est un défi permanent, parce que le renforcement et l'adaptation de la stratégie vaccinale de routine et des campagnes de rattrapage se font généralement conformément à des plans qu'on essaye de coller un petit peu aux objectifs mondiaux de l'Organisation mondiale de la santé, qui lutte quand même à l'échelle planétaire contre ces maladies. Et c'est pour ça qu'on a une situation épidémiologique maintenant qui est satisfaisante sur ces maladies, parce qu'il y a une surveillance épidémiologique qui est renforcée, et on a renforcé la surveillance épidémiologique, et on poursuit les campagnes de vaccination au niveau de certaines wilayas qui sont des wilayas frontières, qui intègrent des populations mobiles et migrantes, où on risque d'avoir une introduction de maladies. Alors maintenant, ce qu'on cherche absolument, les perspectives, c'est de maîtriser la propagation du virus de la rougeole et de la rubéole. Ça, on y est depuis plusieurs années, et c'est pour ça que l'une de ces maladies cibles du calendrier, c'est le cas on va prendre le cas de la rougeole. Alors la rougeole, en termes de vaccination rougeoleuse, ça a été toujours établi que cette vaccination va permettre de combattre et d'éliminer les maladies infectieuses qui sont potentiellement mortelles. Et ainsi, on estime que plus de 2 à 3 millions de décès par an sont évités grâce à la vaccination. La vaccination est et restera l'un des investissements les plus rentables dans le domaine de la santé, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est l'expérience qui le montre. La rougeole, pour nous, est une maladie éruptive, due à un virus, certes, mais sa particularité, c'est que c'est un réservoir strictement humain. Donc c'est l'homme qui va transmettre le virus. Il va transmettre le virus par voie aérienne. Il va le transmettre avant la phase éruptive, c'est-à-dire avant que la rougeole n'apparaisse. Il est infecté et infectant. Et la contagiosité est extrême, puisque un cas de rougeole peut générer entre 10 à 20 cas secondaires. Donc chaque fois que vous avez un cas de rougeole, vous en avez au moins en moyenne 18 qui sont aussi atteints. Il contamine, chaque cas contamine 18, donc vous voyez que ça va très vite en termes de contagiosité. L'incubation de la maladie, c'est-à-dire, ça ne se voit pas, mais le virus est en train de se multiplier dans le corps, ça dure entre 10 à 14 jours, et ensuite vous avez une phase pré-éruptive, et ensuite une fièvre élevée, un catarrhe, c'est-à-dire vous avez les yeux qui coulent, la respiration aussi, ça tousse, des conjonctivites, une rhinite, de la toux, et puis à la phase d'état, vous avez à ce moment-là l'apparition d'une éruption. Elle est interne au niveau de la joue, mais elle peut être externe au niveau de la peau aussi. C'est une éruption qui apparaît, donc, ce qui a été le signe de Koppig, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur, c'est l'éruption à l'intérieur des muqueuses. Voilà donc, au plan clinique, qu'est-ce que c'est que cette maladie? Mais son drame, c'est que ça provoque des complications. La rougeole, en termes de maladie virale, il faut savoir que, comme toutes les maladies virales, il n'y a pas de traitement contre la rougeole. Il n'y a pas de traitement médicamenteux contre la rougeole, puisque c'est un virus qui va coloniser les cellules humaines, et il est à l'intérieur de la cellule, il va se multiplier. Donc aucun médicament ne va pouvoir le tuer sans tuer la cellule. Il n'y en a pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner un antigène, c'est-à-dire un vaccin, pour lui permettre de s'immuniser, c'est-à-dire de produire des anticorps, c'est tout. Et ce virus va provoquer des surinfections bactériennes avec des otites, des laryngites ou des pneumopathies bactériennes. Et ces pneumonies sont à l'origine de 60% des décès liés à la rougeole. On peut dire que le virus de la rougeole peut condamner une personne, et cette personne sera exécutée par une pneumopathie bactérienne. C'est souvent le pneumocoque qui est à l'origine. Donc le virus de la rougeole va condamner, le pneumocoque va exécuter. Et voilà. Et c'est le décès, c'est pour ça que 60% des causes de décès sont liées à des pneumopathies bactériennes. Mais ça peut donner aussi des complications neurologiques avec des encéphalites aiguës post-éruptives, des encéphalites à inclusion chez les immunodéprimés et des panencéphalites sclérosantes subaiguës. Donc vous voyez, ça atteint le système nerveux et les complications sont très graves. Donc la rougeole peut tuer, comme elle peut laisser également des séquelles invalidantes permanentes.
Au plan épidémiologique, regardez l'évolution de la rougeole de 1963 à 1983. Comme vous pouvez voir, on a eu une épidémie en 77. Vous voyez, tous ces pics, ce sont une augmentation anormale du nombre de cas par rapport à une situation antérieure qu'on connaît bien. Tout d'un coup, une augmentation. Voilà une épidémie, une deuxième épidémie, ensuite une troisième épidémie, puisqu'on arrive à ce qu'on appelle l'incidence de la maladie. En rappelant que la définition d'une incidence, c'est le nombre de nouveaux cas qui sont apparus au cours d'une année. C'est toujours lié au temps, l'incidence. On ne peut pas dire l'incidence si on ne dit pas annuelle, une incidence mensuelle, une incidence hebdomadaire, une incidence journalière, le nombre de cas par jour. Donc quand on parle d'incidence, on doit lier au temps. C'est l'incidence annuelle, on a eu ici, pour l'année, l'incidence annuelle, vous voyez, on est monté à plus de 148 cas pour 100 000 habitants, puisqu'on rapporte tout ça à un nombre de personnes. Et c'est cette incidence, vous voyez, qui a fait que ce grand pic énorme, cette épidémie qu'il y a eu en 83, qui nous a fait, alors que la rougeole, depuis 72, le premier séminaire sur la rougeole qu'on a fait sur la vaccination, c'était en 72 à El-Quettar, lorsqu'on avait commencé à introduire en Afrique les premiers vaccins contre la rougeole, en 72. Avec le professeur Eid Khaled Ali, le premier professeur Oudourouis, on avait commencé les premiers séminaires sur la rougeole et la vaccination anti-rougeole. Puis après, en 77, on l'avait recommandé et il a fallu attendre un petit peu 83, cette épidémie, pour la rendre à ce moment-là obligatoire. Et c'est le décret de 85, du 12 novembre 85, qui a rendu la rougeole obligatoire, pour éviter justement ces épidémies. Et en 85, près de 1 million d'enfants de moins de 4 ans étaient vaccinés contre la rougeole. Et en 85, avril 86-87, on a eu des journées de rattrapage sur la rougeole. On a eu avec le vaccin anti-rougeoleux, et ensuite on a évalué la couverture, on a réorganisé à ce moment-là toutes les activités de vaccination. Et le système de campagne de vaccination qu'on faisait à la place, qu'on faisait à l'époque, a fait place à l'intégration aux soins de santé de base, donc sur le carnet de vaccination. Regardez un petit peu l'évolution de la rougeole de 63 à 2004. Vous voyez que en 86, en rendant obligatoire cette vaccination, hop, on a fait chuter les cas. Donc l'incidence a vraiment chuté. Et ensuite, on a eu encore d'autres épidémies qui sont arrivées, qu'on va revoir après. Donc vous voyez que la vaccination a fait quand même, a donné des résultats probants. Puisque le calendrier de l'époque, de 97, montrait qu'à 9 mois, on faisait le vaccin anti-rougeoleux, et à 6 ans, on faisait le rappel de la deuxième dose anti-rougeoleux. Voilà ce que l'enfant algérien, en 97, faisait comme vaccin. Vous savez, tout le calendrier vaccinal. C'est pour avoir les séquences, comme ça, on ne se perd pas dans les vaccins. On sait que c'est à telle période, on doit faire tel vaccin. On n'a qu'à suivre le calendrier, et puis normalement, tout devrait se dérouler à la perfection. L'évolution ensuite, c'est passé qu'on a eu encore, après, des épidémies de rougeole, comme on peut le voir ici, donc jusqu'en 2003. Puisque en 2003, en 2003, on a eu encore des journées de vaccination, parce qu'on a eu un pic épidémique extrêmement important en 2003. Donc vous voyez que la rougeole, en fait, quand on peut le regarder, on a une épidémie, on n'en est pas à la première. Une épidémie. On peut suivre qu'il y a chaque fois des problèmes d'épidémie, on va essayer de les expliquer après. Donc en 2007, on a réintroduit le vaccin contre l'hémophilus influenzae B. En 2007, voilà le nouveau calendrier vaccinal de 2007. C'était à 9 mois, vaccin anti-rougeoleux, et à 6 ans, le rappel anti-rougeoleux. Toujours 2 doses, toujours 2 doses, toujours 2 doses. Donc les indicateurs sont les suivants. Couverture vaccinale, pour chaque vaccin. Donc on va prendre celui de la rougeole, c'est celui qui nous intéresse. La couverture vaccinale en 2000 était de 79%. Alors qu'on a dit que c'est
minimum, pour qu'on puisse maîtriser l'évolution d'une maladie, il faut atteindre 90 à 98%. C'est entre 95% qu'on maîtrise la circulation du virus. Regardez, nous on est loin, hein, 79, 79, 80, 80, et vous verrez qu'à ce moment-là, dès que le taux de couverture vaccinale diminue, hop, vous avez une épidémie qui se déclenche. C'est automatique, puisque les enfants ne sont pas couverts, n'ont pas d'anticorps contre le virus. Et c'est pour cette raison que vous allez avoir des phénomènes épidémiques immédiats. Et ces taux de couverture vaccinale, vous voyez, celui de la rougeole a toujours été le plus faible. Et c'est pour cette raison que on peut voir ensuite, dans le cadre de la surveillance épidémiologique, on a mis en 2009, on a mis en place un plan de surveillance particulier pour la rougeole au cas par cas de rougeole. Et c'est l'instruction, vous voyez, de 2009, numéro 65, conformément aux recommandations de l'OMS. Donc depuis 2009, la rougeole est sous haute surveillance. Chaque cas de rougeole, je vous dis, peut se transmettre à 18 personnes juste autour. Donc chaque cas, il fallait faire une enquête épidémiologique pour voir les contacts et regarder l'état de vaccination de ces enfants pour pouvoir ensuite les vacciner et les protéger contre la rougeole. Regardez les cas de rougeole qu'on a enregistrés entre 2000 et 2014. Alors, en 2000, on a eu 1868, ce qui nous donnait une incidence annuelle pour 100 000 habitants de 6,2. En 2001, on a eu 2722 cas. En 2002, regardez tout de suite, on est passé à 5804 cas. En 2003, 15 181 cas de rougeole ont été déclarés pour l'ensemble du territoire algérien. Regardez comment, à ce moment-là, c'est une véritable épidémie, puisqu'on est passé, vous voyez, c'est plus une épidémie, pardon, parce qu'il n'y a pas, il y a épidémie ou il n'y a pas, hein, c'est des critères qui nous font que, tac, on a dépassé le seuil épidémique, c'est bon, une épidémie, on est passé de 6 à 48. Et ensuite, on vaccine, on diminue, on diminue, on diminue, plus on vaccine et plus le nombre de cas déclarés diminue, 300, 110, 103, 112, il y a toujours eu des cas de rougeole, toujours, mais le seuil est toujours très bas et l'incidence est toujours très basse, donc on maîtrise la diffusion de la rougeole. Donc, vous voyez, la dernière épidémie de 2003, c'était 15 180, et depuis on maîtrise bien, jusqu'à maintenant. Alors, le nouveau calendrier vaccinal de 2015 a fait que on a vu tout à l'heure, en termes de rougeole, on a modifié, puisqu'on est passé de 9 mois à 11 mois, on a fait un recul, puisqu'on maîtrise bien la rougeole, on a fait un recul donc jusqu'à 9 mois avec un rappel à 18 mois. Maintenant, tout Algérien, tout jeune Algérien qui naît, donc il rentre dans le calendrier, il va recevoir la rougeole, les oreillons et la rubéole à 11 mois et à 18 mois. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir maîtriser le phénomène de la rougeole. Tout simplement en appliquant le calendrier vaccinal tel qu'il est fait, puisqu'il a été modifié. Il est sorti au journal officiel de la République en 2014 et il a été mis, le temps de ramener tous les vaccins et tout, il a été mis en place depuis l'année dernière, il est en place et il commence à circuler. Bien. Et donc c'est cette prévention vaccinale par un vaccin vivant, et il faut savoir que c'est un vaccin vivant atténué, celui de la rougeole. Ce n'est pas un vaccin inactivé, c'est très efficace et qu'une injection offre une protection de 90 à 95%, mais simplement il faut deux injections. Il faut deux injections, une à 11 mois, une à 18 mois. Et autour de chaque cas de rougeole, il faut vacciner immédiatement si on a un cas de rougeole. Regardez en termes de données épidémiologiques actuelles. En 1980, regardez l'incidence, on a eu l'épidémie de 80, 153,8 cas pour 100 000 habitants. Et puis ensuite, pour 2015, 2016, 2017, il y a eu moins de 100 cas par an, même pas 100 cas. Donc l'incidence était vraiment à 0,07 pour 100 000 habitants. Et là, le premier trimestre, on est passé de 100 à 2800 cas déclarés.
Et donc l'incidence, oui, elle est faible encore parce qu'il n'y a, c'est pas partout, c'est juste que pour certaines wilayas qu'on va voir maintenant, puisque comme je vous l'ai dit, l'incidence est pratiquement maintenant basse par rapport à ce qu'on a eu avant, parce qu'actuellement, voilà les dernières données au 12 mars 2018. Regardez, El Oued a eu 1147. Ouargla. Alors, tout cela ont dépassé le seuil. Hein. On est passé le seuil, regardez, jusqu'ici, Tissemsilt risque de voir une poussée là aussi de cas, puisqu'il y a eu 2739 cas, mais regardez, 1147, 900, 158, on est en phase épidémique. Attention, c'est une augmentation anormale hein, du nombre de cas. Résultat, c'est que là, d'abord, on connaît tous les cas. Ils sont répertoriés, ils sont notés. C'est bien, c'est la surveillance épidémiologique, marche très bien, comme pour le reste. On a toujours mis sous surveillance, reste maintenant face à cette augmentation anormale, que faut-il faire? Eh bien, comme les recommandations nationales et internationales, en situation de cas groupés, il faut faire des mesures vaccinales particulières et supplémentaires sont proposées. Elles reposent sur la notion qu'en situation épidémique, la plupart des cas sont confirmés épidémiologiquement que la valeur prédictive du diagnostic est plus élevée qu'en situation endémique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin de laboratoire. Le laboratoire a déjà confirmé que c'est de la rougeole. C'est vraiment de la rougeole. Et parce qu'on a un laboratoire de référence à l'Institut Pasteur d'Algérie qui nous confirme les cas. Donc maintenant, tous les cas d'éruption sont considérés comme étant des cas de rougeole. En termes d'épidémiologie, vous savez comment on travaille sur le terrain. Hein. On a 3 définitions. On a un cas où il y a de la fièvre. C'est un cas possible. C'est possible que ce soit de la rougeole. Parce que là aussi, il ne faut pas tout confondre, mettre sur le dos de la rougeole n'importe quoi. Premier cas, c'est le cas possible. Deuxième cas, il a de la fièvre, mais il a aussi un peu le nez qui coule et tout. On ne sait pas si c'est une grippe ou une rougeole. Hein. C'est peut-être un cas probable. Et puis ensuite, vous avez d'autres signes qui apparaissent ou un prélèvement qui dit oui, c'est de la rougeole et ça devient le cas certain. Donc on ne peut pas dire que c'est un cas de rougeole lorsqu'il n'est pas passé au moins par ces 3 phases. Et le cas certain, ce sont ceux-là qui ont été répertoriés. Ce ne sont que des cas certains de rougeole. Ils n'ont pas des cas possibles. Ce qui veut dire qu'ici, vous voyez, Médéa, 7 cas, Alger, il n'y en a qu'un, et il y en a un seul cas. Certains de rougeole. Il y en aura toujours de la rougeole, mais on n'est pas en phase épidémique. Donc vous voyez, ce ne sont que quelques zones, quelques wilayas qui sont considérés comme étant, ayant dépassé le seuil épidémique. Il va falloir donc qu'on mette en place toute une stratégie de vaccination, puisque la vaccination est recommandée aux contacts proches et en collectivité sans attendre les résultats de laboratoire. Donc on est en train de vacciner, c'est ce qu'on est en train de faire. En plus des recommandations autour d'un cas, toutes les personnes, même sans antécédent connu de rougeole, doivent compléter leur vaccination jusqu'à obtenir les 2 doses de vaccin. Il faut que tout le monde ait reçu au moins 2 doses de vaccin. Tout le monde. 2 doses. Généralement, ils ont reçu une dose lorsqu'ils avaient 1 mois, et la deuxième dose, il faut qu'ils la fassent pour qu'on puisse avoir une couverture vaccinale suffisante pour bloquer l'apparition de la rougeole et bloquer l'extension de la rougeole. De la même manière, on doit réaliser rapidement, très rapidement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vaccine, il faut attendre à peu près 4 à 5 jours pour que les anticorps se forment. Ce n'est pas immédiat, ce n'est pas dans l'heure qui suit. Il faut 4-5 jours. Donc c'est pour ça qu'il faut aller très très vite pour vacciner tout le monde afin que l'immunité de groupe s'installe rapidement et puisse bloquer la pathologie en cause. C'est pour cette raison que la campagne de vaccination en riposte à la poussée épidémique a permis de vacciner avant-hier. On avait 142 915 personnes à El Oued et 71 918 personnes à Ouargla. Donc on est en train de vacciner avec l'accord de la population, parce que s'il n'y a pas d'accord de la population, on n'arrivera pas à avoir un taux de couverture vaccinale suffisant pour bloquer, pour maîtriser la diffusion du virus.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe en Algérie? Pourquoi une épidémie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, écoutez, l'épidémie de rougeole, est-ce que c'est un phénomène exceptionnel qu'il y a eu? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Écoutez, on va tout de suite regarder quelque chose, un bref regard sur l'étranger pour voir. Alors on va se tourner un petit peu en face sur la France pour regarder. Dites-moi, il y a de la rougeole en France? Pourtant c'est un pays développé, tout bien, regardez. En 2012, on a eu une épidémie d'ampleur inquiétante qui est due à l'accumulation d'adultes susceptibles. C'est-à-dire, beaucoup d'adultes n'ont jamais rencontré le virus de la rougeole. Comme ici d'ailleurs, on a eu beaucoup d'enfants qui n'ont pas rencontré la rougeole. Il y a même des médecins qui ne savent même pas faire le diagnostic de rougeole parce qu'ils n'en voient plus comme avant. Donc, autrefois, c'était quelque chose qui était courant. Tous les jours, on rencontrait des cas. Maintenant, il n'y en a plus. Et donc, on n'arrive même plus à faire le diagnostic. Et bien là aussi, en France, on dit en 2012, on a demandé ce que dit la couverture vaccinale de 95% pour les 2 doses, pour arrêter la transmission. Alors, on va regarder très rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, entre 2008, 2007, il n'y avait pas. En 2008, ils ont eu 600, 1500, 5000 et 3000. Il y a eu plus de 10 500 cas en France de rougeole. C'est vous dire, dans un pays où la santé est bien développée, on ne peut pas dire le contraire. Ce qui veut dire quoi? Si je donne cet exemple, regardez un petit peu. Oui, donc l'épidémie, comment tout d'un coup, on a eu un pic d'épidémie, une augmentation anormale du nombre de cas par rapport à une situation qu'on maîtrisait bien. Puis tout d'un coup, tout était signalé, et puis d'un coup, on a eu ce phénomène épidémique de la rougeole. Une augmentation des cas chez l'enfant de moins d'1 an qui a été multipliée par 3. Et donc, on est passé à une incidence de 50, alors que chez l'adulte, elle a été multipliée par 5. Donc, même les adultes ont attrapé la rougeole. Et voilà, c'est reporté sur une carte, comme on peut le voir, avec toute l'incidence par région qu'on voyait ici. On sait très bien où il y a eu des cas de rougeole. Donc, la transmission est humaine. Elle est humaine. Donc, le réservoir est humain. Donc, beaucoup de nos compatriotes qui étaient là devaient être porteurs du virus de la rougeole. Et ils ont pris l'avion, ils sont venus. Donc, ils vont nous la ramener. C'est pour vous dire que ça peut venir de n'importe où. Et c'est pour ça que la surveillance de la rougeole, elle est mondiale, puisque avec les transports de machin, les virus vont passer d'un endroit à un autre très, très rapidement. Et c'est pour ça qu'on est obligé de connaître la situation partout, pour savoir comment ça se passe. Et est-ce qu'il y en a ou il n'y en a pas? Et l'âge, comme vous pouvez le voir, regardez, moins d'1 an, beaucoup. Et puis ensuite, jusqu'à 30 ans, même jusqu'à après 30 ans, il y a eu des cas de rougeole. Pas en France, hein, la rougeole. Et donc en France, entre 2008 et 2010. Les taux d'hospitalisation, elle a été grave, hein, regardez, forme grave de la rougeole. Il y a eu 38% de taux d'hospitalisation élevés avant 1 an, 46% chez l'adulte jeune, donc on a hospitalisé. Il y a eu des formes graves, surtout des pneumonies et des encéphalites, quand même 8 cas. Et on a eu quelque chose aussi d'assez exceptionnel qui a été bien étudié. On a eu 50 cas de rougeole à l'intérieur des structures de santé dans les hôpitaux. Donc maladie nosocomiale. Donc transmission même à l'intérieur. C'est pour vous dire que la rougeole, quand elle commence, ça ne s'arrête pas. Hein. Il va falloir vacciner très vite par 2 doses pour bloquer la transmission. La France, donc, et je suis allé rechercher, regarder un pays un peu lointain, le Japon. Alors, le Japon, ils ont de la rougeole ou ils n'en ont pas, eux? Ils sont bien développés, le Japon. Regardez, les hospitalisations au Japon en 2007-2008, il y a eu 1037 patients ont été hospitalisés dans 377. Ils ont eu une épidémie, là aussi, chez les moins de 4 ans. Regardez, jusqu'à plus de 50 ans, ils ont eu beaucoup de rougeole. Et là, je voulais juste vous montrer, regardez, le Japon, hein, complication de la rougeole. Regardez, les cas d'encéphalite chez les personnes adultes, 3%, 2% de cas d'encéphalite. Hein. Donc elle a donné des pneumonies, des encéphalites, des complications digestives, des méningites, des otites et autres. Et au Japon, hein, où le système de santé, là, il est parfait. Pas une seule maladie ne peut passer à travers le maillage, puisque toutes les maladies du monde sont codifiées dans la classification internationale des maladies. Toutes les maladies ont un code, tout est numérisé. S'il attrape une maladie, immédiatement,
c'est répertorié, eh bien, ils ont eu de la rougeole avec des complications encéphaliques. Si vous dire que c'est une maladie quand même dangereuse, maladie grave, qu'il faut bien maîtriser, bien connaître. Donc, en mot de la fin, je vous dirais tout simplement que les modifications du calendrier de vaccination ne doivent pas être simplement une réponse à une situation épidémiologique donnée, comme celle que nous avons, mais doivent tenir compte des connaissances avérées et des avancées technologiques dans le domaine de la vaccinologie. Seule l'adhésion à la vaccination doit être totale. L'adhésion doit être totale pour la maîtrise de la transmission de la rougeole. Si on n'arrive pas à vacciner 98% de nos enfants, la rougeole continuera à se développer. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Soukhal, pour cet exposé fort riche en informations. Donc, pour commencer, je vais reprendre un peu par la fin. Vous avez dit que la prise en charge des malades, on ne peut rien faire pour ces malades. Une fois la maladie déclarée. Je voudrais revenir sur les images que j'ai vues à la télé. Les malades, ils sont couverts. Est-ce qu'on peut pas parler de forte fièvre? Est-ce que c'est normal de les voir aussi couverts? Alors, l'un des signes importants de la rougeole, justement, c'est la fièvre avant l'éruption. Et il faut combattre cette fièvre. Et on nous a toujours appris, quand on était jeune médecin, devant un cas de rougeole, il faut toujours le mettre nu. Si on l'hospitalise, on le met nu. Et quelquefois, Madame le professeur Ben Alek de l'époque, on était obligé de les mettre, de leur faire un bain d'eau froide pour diminuer la température, parce que sinon c'est l'encéphalite assurée. Or, une des actions que faisaient nos grands-mères, c'était justement de les couvrir avec de la laine rouge pour que l'éruption se fasse. Et si l'éruption se fait, c'est que généralement, lui, il s'en est un petit peu tiré, sinon généralement il décède de rougeole. C'est pour ça qu'on a toujours appelé la rougeole la dévoreuse d'enfants. Parce que ça donnait des encéphalites et la mort, parce que souvent, les docteurs ils étaient couverts. Nos grands-mères, elles étaient ignorantes. Et pour ces médecins, là, je pour la télévision, ils sont couverts avec leurs vêtements, avec le bonnet. Oui, mais ça, les enfants hospitalisés. Les enfants et les adultes. Oui, mais c'est le problème de l'hospitalisation dans nos hôpitaux, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelque chose qui est dramatique. Quelqu'un, quand il rentre à l'hôpital, doit d'abord avoir le pyjama de l'hôpital. C'est dans tous les hôpitaux du monde. Il ne rentre pas avec ses vêtements, il n'est pas hospitalisé avec ses vêtements. Il ne ramène pas ses draps avec lui, il ne ramène pas ses oreillers, son machin, ses couvertures, tout. C'est pas possible, ça. Il doit trouver à l'hôpital les conditions de base, les bonnes pratiques hospitalières. Donc on peut dire que la prise en charge, elle laisse à désirer. Hein. Non, elle est complètement j'allais presque hors du temps. On a oublié qu'on est en 2018 et pas en 1918 et que normalement, tout malade qui rentre à l'hôpital, on lui enlève ses vêtements, on le met, on a ce qu'on appelle des pyjamas, on a des pyjamas hospitaliers, on a les draps hospitaliers, tout ça maintenant dans les hôpitaux normaux, tout ça est numérisé, tout ça va ensuite à la lingerie avec son numéro de lit hospitalier et puis surtout ça passe par une blanchisserie aseptique et ça revient en l'état. Et ça commence par la tenue du personnel d'abord, puisqu'il doit avoir sa tenue. D'abord, il doit avoir un vestiaire dans lequel il va mettre ses affaires. Il va ensuite travailler avec sa tenue. Et cette tenue, il la laisse là-bas. Il ne l'amène pas chez lui. C'est strictement interdit de sortir une tenue de l'hôpital. C'est strictement interdit de sortir. La fonction de linge, en fait, à l'hôpital, laisse beaucoup à désirer dans nos structures de santé. Est-ce que le personnel médical est protégé contre cette maladie? Vous avez parlé de campagne de vaccination. Est-ce qu'elle les a touchés dans les wilayas où on a censé non. Il faut dire que la plupart des médecins ont reçu leur vaccin contre la rougeole, leurs 2 vaccins. Donc c'est pour ça qu'ils sont immunisés. D'autre part,
ils sont aux premières loges et le problème, même s'ils ont reçu une dose, quelquefois en ayant contact avec des maladies, donc avec le virus, ils font une espèce d'immunité naturelle qui se développe parce qu'ils ont des cellules mémoire qui se rappellent qu'ils ont déjà reçu le vaccin et ensuite ils sont réinfectés, mais doucement. Mais ça ne veut pas dire qu'un médecin ne peut pas attraper la rougeole s'il n'a pas reçu, ou s'il a oublié, ou s'il a refusé aussi, parce qu'on a vu souvent des médecins refuser la vaccination, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est une pratique qui n'est pas normale dans la mesure où ça va à l'encontre d'abord de la politique nationale de santé en Algérie, et ça va à l'encontre de la politique menée par l'OMS dans le cadre de la maîtrise des maladies contrôlables par la vaccination. Une autre question, professeur, si vous permettez, ce sera une réponse pour ceux qui stigmatisent les migrants. C'est un virus autochtone, il n'a pas été... Le virus de la rougeole qui a été trouvé est un vrai virus morbineux. Il faudra une étude moléculaire, ça va peut-être se faire, pour savoir s'il est autochtone ou s'il a été importé d'Europe ou d'ailleurs. Maintenant, avec la mondialisation, non, parce qu'il faut une étude moléculaire de ce virus. C'est un virus d'ailleurs de la rougeole qui est bien spécifié et qui entre dans le cadre de la composition. C'est le même que celui du vaccin. Il n'a pas connu de mutation. Non, non, il n'a pas connu de mutation. Mais maintenant, pour avoir... Vous savez, le virus, comme tous les virus d'ailleurs, maintenant, on est à l'ère de la molécule. Et donc, on arrive à les typer un par un et même à dire, tiens, celui-là, il est africain, celui-là, il est oranais, celui-là, tiens, il est de Tunisie, celui-là, il arrive de Grèce ou d'ailleurs. Ou, tiens, il est américain, celui-là. Mais maintenant, on n'est pas encore arrivé au niveau de l'Institut Pasteur, au service de virologie. Non, on le fait, mais pas tout de suite. Ça ne peut pas se faire en urgence, là. L'urgence, c'est quoi? C'est de dire que nous sommes en phase épidémique. La seule réponse qu'il faut faire, c'est vacciner tout le monde dans un laps de temps très court pour permettre à ce moment-là une couverture vaccinale suffisante qui doit donner des anticorps pour bloquer la propagation de la maladie. Certains ont mis en cause justement la qualité des vaccins. Est-ce que c'est vrai? Personnellement, je ne pense pas. Si la qualité des vaccins était mauvaise, on n'aurait jamais eu cette maîtrise des cas de rougeole. Parce qu'on est arrivé dans toute l'Algérie à avoir 20 cas de rougeole pour toute l'Algérie. Bon, ça veut dire que le vaccin est bon. Sinon, s'il n'était pas bon, on aurait immédiatement vu. Pourquoi? Parce que la qualité du vaccin dépend surtout, je parle de la rougeole, qui est un virus vivant, atténué, il dépend de la chaîne du froid. Si la chaîne du froid est rompue, le vaccin ne sera plus efficace, il ne donnera pas d'anticorps. Et donc, il y aura c'est plus une question d'efficacité que de qualité. Ah oui, la qualité, elle dépend que de ça. C'est pour ça que nos vaccins, c'est une chance, sont entièrement pris en charge par l'Institut Pasteur d'Algérie depuis presque un siècle. C'est lui qui s'occupe des vaccins. Et donc c'est lui qui s'occupe de tout de A à Z. De A à Z jusqu'à l'arrivée dans la structure de santé, c'est sous la responsabilité de l'Institut Pasteur. Dans la structure de santé, c'est sous la responsabilité du personnel de santé. Et le vaccin est contrôlé, vérifié, et tout est vérifié dans ce cadre-là. Heureusement, c'est pour cela qu'on arrive à maîtriser toutes ces maladies et qu'on est arrivé. Et la meilleure preuve, c'est que le vaccin contre la polio a réussi à éliminer la poliomyélite d'Algérie. C'est que le vaccin était de bonne qualité. Or, celui de la polio et celui de la rougeole sont en même temps dans la même structure, dans le même réfrigérateur. Et pourquoi un ne fonctionne pas? C'est un virus vivant aussi. Hein. Bon. Donc ça veut dire que de ce côté-là, je pense que la qualité ne peut pas être mise en cause. Ce qui s'est passé à mon avis, c'est que dans ces wilayas, on a dépassé le volant, ce qu'on appelle le volant des réceptifs. Il y a eu trop d'enfants qui étaient réceptifs au virus. C'est-à-dire qu'ils ont perdu un taux minimum, le taux minimum de protection contre la rougeole. Pourquoi? Parce qu'ils devaient faire 2 doses, une à 9 mois et l'autre à 6 ans. Or, celle de 6 ans, on l'a déclenchée l'année dernière. Celle de 6 ans, puisqu'on avait pris tous les enfants de 6 à 14 ans, et on avait l'opportunité d'avoir introduit en même temps
la rubéole dans le calendrier de vaccination. Et donc, on a rajouté au virus, à la deuxième dose de rougeole, on a rajouté la rubéole. Pour avoir au moins une dose de rubéole, surtout pour les filles. Qu'elles puissent être protégées contre la rubéole. Et les garçons contre les orients? Non, pas d'orion, uniquement la rubéole. C'est surtout dans le cadre de la lutte contre les malformations liées à la rubéole. Et donc, c'était le RR. Donc, on a ramené plus de 7 millions de doses pour vacciner tous les enfants. Et vous avez vu qu'on n'a pas atteint le taux de couverture nécessaire, puisqu'on était à peine à 14%. On est loin. Ce sont les enfants qui ont contaminé les adultes. Ah bah oui, c'est eux qui sont porteurs, c'est eux qui portent, c'est les enfants qui portent le virus. Oui. Et les adultes n'ont pas été vaccinés non, actuellement, même s'ils ont été vaccinés à longtemps, il faut dire que la circulation du virus est faible. Mais simplement, elle commence à se développer très rapidement. Dès que le taux, si vous voulez, dès que la protection de l'individu commence à diminuer, et que le nombre de cas augmente, c'est terminé. Il suffit qu'il y ait un virus qui arrive dans une zone où personne n'est protégé, puis ça flambe. Mais là, donc, le taux de couverture vaccinale au niveau scolaire de la deuxième dose a été très très faible, ce qui fait qu'ils ne sont pas protégés, les enfants ne sont pas protégés. Donc on paye le prix aujourd'hui? Un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de rumeurs disant que ce vaccin, je ne sais pas quoi, quelqu'un a raconté son petite histoire sur quelque chose. Le résultat, maintenant, on va le payer. Et si on ne reprend pas rapidement, encore une fois, la vaccination immédiate de tous les assujettis à la deuxième dose, nous allons voir cette épidémie de rougeole s'amplifier, passer de wilaya à wilaya. Pour l'instant, à Alger, on est à 4 cas déclarés, mais en milieu urbain comme le nôtre, si on ne vaccine pas rapidement et qu'on couvre l'ensemble des assujettis pour leur donner la protection nécessaire contre l'épidémie, on va avoir une flambée épidémique de rougeole comme en France. Et là, en France, tout de suite, quand ils ont repris la vaccination, hop, c'est terminé, ça s'est arrêté. Donc la riposte, elle est la même. La riposte, c'est la vaccination pour avoir un taux de couverture correct et un taux circulant d'anticorps correct qui est donné par 2 injections et non pas par une seule, puisque une seule injection, vous savez, c'est comme un sac. Vous voulez fermer un sac, avec un seul nœud, vous n'arriverez pas. Dès que vous le prenez, vous mettez 2 nœuds, ça tient. Voilà. Donc merci 2 doses, et ça, normalement, on aura un taux protecteur. C'est comme ça qu'on va pouvoir maîtriser, comme toutes les autres maladies maîtrisables par la vaccination. Si on baisse la garde, on aura immédiatement des épidémies. D'où, c'est l'appel qu'on peut lancer à tout le monde. Soyons corrects vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Pourquoi? Parce que la vaccination protège l'individu, mais protège également la collectivité. Elle protège la collectivité puisque nous avons une immunité de groupe qui nous permet donc de nous protéger les uns les autres. Donc, protégeons-nous et protégeons les autres. Merci, professeur. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part de nos amis journalistes. Oui. Oui. Bonjour. Est-ce que on peut parler d'épidémie ou pas? Parce que par moment, vous dites qu'on n'en est pas encore là, que c'est confiné dans quelques wilayas seulement, et par moment, vous dites que vous citez la notion d'épidémie. Est-ce qu'on peut être définitivement fixé sur l'appellation? Et quelle est l'incidence à atteindre pour parler d'épidémie? Merci pour votre question. En tout cas, je répète encore. Parlons de définition, d'accord? Je définis une épidémie comme étant encore une fois une augmentation anormale du nombre de cas d'une maladie, mais par rapport à une situation que je connais bien. Si je ne connais pas la situation, je ne peux pas dire que c'est une épidémie. Donc, je peux dire que ça, c'est le premier point. Deuxième point, on parle d'épidémie lorsqu'on dépasse un seuil épidémique, c'est-à-dire un nombre de cas, ce qu'on appelle un bruit de fond. Background, c'est le bruit de fond. Pour la rougeole, ce sont 5 cas de rougeole par semaine dans une commune, ou dans une daïra, ou dans une wilaya. 5 cas par semaine. Si on commence à dépasser ce cas, on a 10 cas par semaine, hop, attention, nous sommes en train de rentrer en phase épidémique. Donc il faut riposter, Vous
Vous dire maintenant qu'on a une épidémie, bien sûr qu'on a une épidémie. Elle est circonscrite dans les wilayas qu'on vient de donner, puisqu'on maîtrise bien, on connaît tous les cas, grâce à la déclaration. Et c'est bien de dire qu'il y a des cas pour que, enfin, aussi, le corps médical et paramédical puissent se mettre à déclarer les cas et que les familles aussi apportent les cas. Ne les laissent pas dans la maison, ne s'enflamment pas, parce que c'est des maladies très contagieuses. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des cas qui circulent dans la nature. Donc non, ça contamine trop vite. Je vous dis, la rougeole, pour chaque cas de rougeole, il peut vous contaminer 18 personnes dans la journée. C'est pour vous dire, la progression elle est énorme. Elle se fait bien sûr par voie aérienne. C'est le virus le plus rapide. C'est assez rapide. On le respire et puis c'est tout. Hein. C'est comme la grippe alors. Un peu plus même. Un peu plus. Un peu plus que la grippe. C'est vraiment une maladie très contagieuse, puisque le réservoir, c'est les enfants, et ça se multiplie très très rapidement. Et avant que l'éruption n'apparaisse, il est déjà contaminé, mais contaminant. Au moment d'incubation, il est contaminant. Hein. Très très rapidement, il est contaminant. Et c'est pour ça que la seule réponse, c'est pas des médicaments, mais c'est le vaccin, il faut le vacciner. S'il est bien vacciné... Pour protéger l'entourage, pas le malade. Ça, c'est trop tard pour le malade. Ah ben non, lui, s'il est atteint... C'est fini, il est malade. Mais on protège tout le reste. Et pour les protéger, il faut les vacciner. Et on ne nous dit pas si ils sont de la même famille, ces malades. Est-ce qu'ils sont du même milieu? Non, ils sont... non, c'est là où arrive l'enquête épidémiologique autour de chaque cas. C'est ce qu'on a fait. Dès qu'il y a un cas déclaré, on fait une enquête épidémiologique, connaître les contacts. Et à ce moment-là, la seule réponse, je vous dis, c'est la vaccination. Heureusement, encore une fois, que le vaccin était disponible. Et c'est pour ça qu'on a répondu très rapidement, puisqu'on a pu vacciner des milliers de personnes. Et vous allez voir dans les semaines qui arrivent, puisqu'il faut donner le temps au vaccin de produire les anticorps nécessaires protecteurs, mais dans les semaines qui vont venir... Donc ça va diminuer par votre avis ? Oui, ça va diminuer très rapidement. Très rapidement, parce que la riposte a été immédiate. On n'a pas laissé les choses, parce que c'est quand on laisse traîner les choses que la contamination se fait et que les personnes contaminées se déplacent. L'Algérien se déplace très vite. Hein. Donc il va de partout, et puis vous voyez, il prend le taxi, et puis voilà. Professeur Soukral, vous dites que c'est une maladie à déclaration obligatoire, comme la tuberculose et d'autres maladies. Vous avez cité 42. Oui. Est-ce que ça a été fait d'une manière sérieuse pour la rougeole? Ah oui. Puisqu'on connaît... Oui. Vous avez dit on a les cas. Ces dernières années, on avait moins de 100 cas. Hein. On a des déclarations. C'est pas qu'il n'y en a pas, on a, mais on s'est maintenu. Mais là, il y a eu, je vous dis, le développement de ces cas qui a été très, très rapide. C'est tout. Et là, comme on était déjà mobilisé, ça a été rapide. Et l'avantage, et c'est ça peut-être la sincérité de tout ce qui se passe actuellement, c'est qu'on déclare des cas. On a l'impression que c'est phénoménal. Ça, en 2003, on a eu 15 800 cas. Hein. C'est le record par rapport aux autres. Non, c'est pas des records, mais c'est des pics épidémiques. Est-ce que ce sont les mêmes wilayas qui ont été touchés par cette maladie lors de l'épidémie de 2003 ? Je n'ai pas cherché exactement, mais c'est en Algérie. Nous, on considère l'Algérie comme étant un territoire complet. Il n'y a aucune différence. Alors, il n'y a strictement aucune différence entre le nord et le sud. Le plus grand nombre de cas aujourd'hui, c'est à l'ouest aujourd'hui. Oui, mais ça aurait pu être à côté, à Tébessa. Hein. D'ailleurs, Tébessa aussi a été contaminé. Hein. Bon, ça aurait pu être à côté, c'est pas un problème. C'est arrivé à l'ouest comme ça aurait pu arriver ailleurs. Mais elle aurait pu se déclencher à Oran aussi. Hein. Non, ça, on ne peut pas dire que... Mais le problème, c'est que dès que ça se déclare, la déclaration des maladies à déclaration obligatoire doit se faire de manière permanente pour avoir ce qu'on appelle une maîtrise et une veille sanitaire qui nous permet de vraiment maîtriser l'épidémiologie d'un certain nombre d'affections. C'est tout. Et à ce moment-là, on prend les mesures nécessaires en fonction du mode de transmission de cette maladie ou de mode de riposte vis-à-vis. Pour les maladies contrôlables par la vaccination, on sait très bien qu'il faut vacciner pour se protéger. Quand on se protège, on protège aussi les autres. Et c'est magnifique comme ça pour pouvoir maîtriser en tout cas la rougeole. Hein. Il n'y a pas de période de vaccination, c'est toute l'année, il n'y a pas de période. Alors maintenant... C'est pas comme la grippe. Non, la grippe, elle est saisonnière. Et là, pour rappel encore une fois, alors le vaccin de cette année, ça y est, il a été défini par l'OMS. Il est différent de celui de l'année dernière, au mois de février. Maintenant, l'OMS a donné instruction donc, au mois de mars
donne l'instruction à l'ensemble, il y a 4 laboratoires qui peuvent le produire selon les codifications de l'OMS. Et au mois de septembre, on aura un nouveau vaccin contre la grippe saisonnière. Rappelons à tout le monde, tous ceux qui ont déjà reçu leur vaccin, de continuer leur vaccination parce que c'est un nouveau vaccin, donc c'est une accumulation d'anticorps qui va se faire vis-à-vis des vaccins contre la grippe. La grippe saisonnière, à partir du moment où on commence, on ne s'arrête plus. On ne fait pas la vaccination une fois et on s'arrête 2 ans et on reprend 1 an et on s'arrête 2 ans. Ça ne sert strictement à rien du tout, puisque c'est chaque fois un nouveau vaccin qui arrive. Et donc, ceux qui ont été déjà vaccinés se font revacciner et ceux qui n'ont pas été vaccinés, ben, ils rentrent dans le tunnel avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'on arrivera, là aussi, à maîtriser les épidémies de grippe saisonnière. Voilà. Oui, on prend la question de madame, elle va demander la parole. Fadlé. Des modifications apportées dans le calendrier vaccinal. Donc, entre ces modifications et le taux de couverture vaccinale estimé à 45% seulement, où réside vraiment le problème? Alors, attendez, ne confondons pas les choses. Le taux de 45% qui a été donné, c'est le taux qui a été obtenu pour la 2e dose de rougeole dans le cadre de la campagne de rougeole qui a été déclenchée l'année dernière en milieu scolaire chez les enfants des gens âgés entre 6 et 14 ans qui devaient recevoir leur 2e dose, normalement, en fonction du calendrier, mais pour lesquels les parents ont décidé de ne pas les vacciner. Donc le taux de 2e dose a été très faible, ce qui fait que la plupart des enfants, 60% d'entre eux n'étaient pas protégés. Et qu'ils fassent la rougeole maintenant, pour moi, épidémiologie, je trouve ça tout à fait normal. Ben oui, c'est un rappel. Il n'a pas reçu les 2 doses, il risque de faire sa rougeole. On n'est pas immunisé quand on reçoit. Absolument. Une seule dose, c'est pas suffisant. Une seule dose n'est pas suffisant du tout. Vous avez un taux de protection qui est assuré en faisant 2 doses. La 2e dose, on peut la faire entre 6 et 14 ans. C'est ça. L'âge limite, c'est 14 ans pour la 2e dose. Pour ceux qui ont reçu leur première dose à 9 mois. Bon, mais à partir de 2015, tous les Algériens vont recevoir leurs 2 doses normalement dans le cadre du calendrier normal de vaccination. C'est l'aurore à 11 mois et à 18 mois. C'est tout. Et là, on aura, si on arrive à avoir une taux de couverture suffisante de 90% de tous les enfants, et je vous rappelle qu'il y aura 1 100 000 naissances. Donc il y aura 1 100 000 Algériens qui doivent recevoir leur BCG, qui doivent recevoir chaque année leur VPO, leur hépatite B. Ah oui, tout. Ce sont des millions et des millions et des millions de doses qu'il va falloir payer et mettre à la disposition de tous les nouveau-nés. Et lorsqu'ils vont atteindre 11 mois, ils auront reçu le rougeole, ceci. Donc l'application et le respect du calendrier vaccinal est une obligation, je vous dis, personnelle et collective pour maîtriser les maladies contrôlables par la vaccination. Et si on arrive à les maîtriser, c'est autant de morts évitées. Un enfant vacciné est un enfant protégé. Mais vous l'avez dit, pour l'inscription à l'école, on exige le carnet scolaire. Oui, c'est une mesure. Manière de contrôler. C'est une mesure, oui, de contrôler. Mais sinon, nous, service de santé, nous faisons des enquêtes épidémiologiques par sondage en grappe, tel que montré par l'OMS dans le cadre, pour savoir si le taux de couverture est bon ou pas bon, puisqu'on fait des enquêtes par sondage auprès des ménages. On va regarder les carnets de santé, s'ils existent, s'ils n'existent pas, et comment ils ont été vaccinés. Je peux vous assurer que dans le Sud, les enfants sont mieux vaccinés que dans le Nord. Ah oui, pour quelle raison? Ben, là-bas, de tout temps, il y a eu les campagnes, on a quand même fait beaucoup de campagnes de vaccination contre beaucoup de maladies. Ils sont très sensibles et ça, ils tiennent absolument. Ils ont leur carnet de vaccination. Quand c'est le moment, ils vont, ils se présentent parce que leur vaccin arrive. Il arrive. Tout le monde reçoit son vaccin dans le Nord ou dans le Sud de la même manière. Tout est codifié. On connaît tout le monde. Et alors maintenant en 2018, c'est encore plus simple, j'allais presque dire, puisque tous les nouveau-nés ont la 12S. Donc on les connaît.
On sait très bien, au plan informatique, on les connaît, on sait très bien où ils sont. Et donc, il suffira de mettre la carte Chifa avec la 12S, comme ça on aura les vaccinations dès la naissance, donc et on pourra en suivi. Donc, le Sud n'est pas touché par les pénuries de vaccins? Absolument pas, jamais. Ça n'a jamais été touché, je peux vous l'assurer, vous le confirmez. Et en plus, le respect, je pourrais presque dire que le respect de la chaîne du froid dans le Sud est meilleur que dans le Nord. Parce que là-bas, il faut très 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 attention. Vous voyez, ils savent très bien que les épidémies sont meurtrières, ils le savent. Pourquoi? Parce que la circulation des virus n'est pas très importante. Voilà. Puisque les populations ne sont pas importantes et elles sont éparses. Et donc, l'arrivée d'un virus peut provoquer des flambées épidémiques qui touchent aussi les adultes. Et la rougeole chez un adulte, souvent, se termine par des complications, voire même par la mort. Merci, professeur. Oui. Alors, là, moi, je ne peux pas vous répondre. Je suis médecin, j'ai un code déontologie, je sais ce que je suis en train de dire. Dire à quelqu'un, ne fais pas de prévention, tombe malade, après je vais te soigner. Voilà. Je ne te vaccine pas, tu tombes malade, et puis après, je me traite. Mais quand il n'y a pas de traitement, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà le problème. Vous savez, ça fait presque penser à, je pourrais dire, un gynécologue qui me dit, non, faites pas de contraception. Je tombe enceinte, comme ça, je pourrais me prendre en charge. Non, c'est sérieux. C'est pas sérieux, je vous dis. On ne peut pas refuser la vaccination à un enfant. Les contre-indications médicales à une vaccination sont rares, puisqu'un vaccin n'a qu'une seule fonction, celle de protéger contre une maladie. Il y avait une polémique sur le vaccin contre l'hépatite en France, mais c'était il y a longtemps, et c'était un problème franco-français, où il y a eu un problème qui était lié à autre chose que ça. Mais l'OMS a réagi très violemment à ceci, en faisant des études épidémiologiques très poussées, cas témoins, qui ont démontré qu'il n'y a strictement aucune relation entre la vaccination contre l'hépatite B et l'apparition de la sclérose en plaques, et que la sclérose en plaques était vraiment très antérieure à la vaccination hépatite B, qui n'a commencé qu'en 1980, et en rappelant que la vaccination contre l'hépatite B qui a été instituée dès la naissance chez l'Algérien, elle est faite dès la naissance. Hein, depuis 2003. Oui, depuis 2003, et le premier vaccin contre le cancer. L'hépatocarcinome du foie est lié au virus de l'hépatite B. Se faire vacciner contre l'hépatite B, c'est se protéger contre le cancer du foie. Merci. On prend la question de Madame Fadley. Le micro, maintenant. Il y a le micro pour Madame. Non. S'il vous plaît, quand vous parlez en cas d'épidémie, quand il y a un cas avéré, il faudrait vacciner l'entourage. Il faudrait vacciner l'entourage. Déjà, ce vaccin, est-ce qu'on peut le donner à l'adulte? Alors qu'on sait que le tétanos, il y a la forme enfant et il y a la forme adulte. Le vaccin anti-rougeoleux. Et on a dit que la contagion se faisait pendant la phase d'incubation. Donc l'entourage, il a été justement en contact de ce patient pendant les 4 jours d'incubation. Donc il est probablement déjà contaminé. Donc à quoi ça sert de le vacciner? Juste préciser un petit peu, parce que tout à l'heure vous avez parlé de tétanos, hein, c'est bien ça, vous m'avez parlé. Non, on a comparé pour le... J'ai comparé, j'ai dit... C'est pas la même chose. Tétanos, non, c'est pas la même chose. J'ai dit, puisque ça existe, la forme adulte et la forme enfant. Ah oui, d'accord. J'ai dit, est-ce que dans la rougeole, avec ce vaccin qui existe, qui est disponible dans notre pays, on peut vacciner et les enfants et les adultes avec? Absolument, absolument. Ah d'accord, voilà ce que je voulais savoir. Le virus de la rougeole... Parce que je vous ai dit, le tétanos, il y a les deux formes. Non. D'accord. C'est-à-dire que c'est un problème de concentration, tout simplement. Hein. Voilà. Bon. Mais ce sont deux choses différentes, complètement différentes en termes de contamination, parce que le tétanos n'est pas une maladie transmissible. Hein, d'accord. Maladie infectieuse, d'accord, mais elle n'est pas transmissible. On attrape le tétanos quand on est contaminé par de la terre. Le bacille du tétanos est un bacille tellurique. Il vient de la terre. Et c'est ça son danger.
Donc toute blessure, toute effraction de la peau peut se contaminer par de la terre et ça peut à ce moment-là entraîner le tétanos qui est une toxine mortelle. Bon, je voulais dire que le vaccin de la rougeole est le même pour le jeune et le moins jeune. Alors, dans le cadre, on a vu dans la presse, là, dire qu'il y a une instruction ministérielle qui a dit qu'il faut vacciner à partir de 6 mois. C'est-à-dire qu'en fait, la riposte qui a été faite dans le sud, à El Oued et à Ouerkla, on a demandé à vacciner même les enfants à partir de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'avant 6 mois, l'enfant porte les anticorps de sa mère. Il est protégé par les anticorps de sa mère. Mais à partir de 6 mois, ces anticorps ont disparu. C'est à ce moment-là que lui doit produire ses propres anticorps. Et donc, en phase épidémique, ce n'est uniquement parce qu'on est dans une situation exceptionnelle, on va vacciner tout le monde à partir de 6 mois. Et plus on vaccine, plus on a un taux de couverture vaccinale important de la population concernée, et plus vous allez créer un mur face à la transmission de ce virus, et vous allez avoir disparaître ou en tout cas maîtriser le phénomène épidémique. Et la période entre les 2 doses, on attend jusqu'à 6 ans ou là ici avec une deuxième dose, c'est immédiat, c'est dans les jours, dans les 48 heures, vous allez on n'attend pas la période. Ah non. On fait les 2 doses pour protéger tout le monde. Non, on fait une dose. En phase épidémique, on vaccine tout le monde. On est obligé pour faire. Et ensuite, en fonction de l'âge, de le calendrier et tout, on reprend. Je prends un enfant. On va prendre un exemple. Vous avez dit que pour être protégé, il faut avoir les 2 doses. Oui, absolument. Alors, je prends un enfant qui a 7 mois. D'accord? Il habite El Oued. Pour mieux comprendre. Oui. Épidémie à El Oued, les structures de santé sont là, le vaccin existe, on vaccine tout le monde. Hein. À partir de 7 mois, allez, c'est bon, on vaccine. Okay. Donc, il a reçu une dose. Et la deuxième, vous me direz la deuxième. Mais bien, dans son calendrier vaccinal, lorsqu'il va atteindre 11 mois, il va recevoir sa deuxième dose sous forme de ROR. Et ensuite, à 18 mois, il recevra ROR. Voilà, il aura eu 3 doses. Mais il y en a une actuelle, celle de l'épidémie, qui va servir dans un cadre uniquement de lutte contre l'épidémie actuelle. Et pour les adultes? Les adultes aussi reçoivent. Les adultes aussi reçoivent. Sinon pas... vous savez, autour d'un cas, on vaccine rapidement, je vous dis encore une fois, pour bloquer l'apparition des nouveaux cas. C'est-à-dire que la prévention n'a qu'une seule action, celle de bloquer l'apparition de nouveaux cas. Donc elle va agir sur l'incidence de la maladie. Donc la maladie va diminuer parce qu'on aura bloqué l'apparition d'un cas et on le bloque par la vaccination qui va elle-même produire des anticorps. Voilà le docteur, madame a dit que la contamination se fait lors de l'incubation. Comment on sait aussi. On sait s'il n'a pas été contaminé et on lui fait le vaccin? Comment ça va? Non, mais dans ces cas-là, vous savez, on ne peut pas faire de la discrimination puisqu'on est en phase épidémique. On vaccine tout le monde, comme ça nous permet d'être en tout cas... Même s'il est contaminé? Non, s'il est contaminé de toute manière, ça y est, il va faire sa rougeole. Il va la faire. Il n'arrive pas à suivre. Non, il n'arrive pas à suivre. Alors regardez, s'il a été contaminé, vous ne le savez pas, puisque je vous dis encore une fois, il est en phase d'incubation. Supposons que nous sommes contaminés, mais il n'y a pas les symptômes. Oui, on n'a pas de symptômes. Bon, je vous vaccine, d'accord? Bon. Mais vous allez faire la maladie. Parce que moi, le vaccin que je vous aurai administré ne donnera des anticorps que dans 5-6 jours. Ah, d'accord. Bah oui. Donc, alors que vous êtes déjà contaminé, et puis donc vous allez faire votre rougeole, mais ça... et puis vous allez... Voilà, c'est tout simplement. Merci. Monsieur Ouittredon. Mais là, c'est des situations exceptionnelles, épidémiques, des situations épidémiques sur lesquelles il faut réagir rapidement pour bloquer. C'est pour éviter des morts. Face aux morts, il faut qu'on agisse. Professeur, j'ai une question concernant la rougeole. En Suède, certains spécialistes ont parlé, c'est-à-dire d'une certaine faille qui existe sur la chaîne de froid. Donc cela a apparemment affecté
la qualité des vaccins à des médias. Pour ce qui est de la grippe, je voudrais vous poser une question si vous permettez. On a remarqué les 2 dernières années que la grippe est devenue très sévère à l'égard ici en Algérie ou même en Europe. Donc, mis à part les vaccins, certains parlent d'une évolution des virus. Parce qu'apparemment, les virus, ils ont des segments et tout. Apparemment, même, si on prend l'exemple de le H3N2, personnellement, j'ai lu qu'il s'est approprié 2 segments, à la porcine, à la vière. On aimerait seulement connaître, savoir est-ce que c'est vrai et dans quelle mesure, avec l'évolution des virus. Si c'est vrai, dans quelle mesure les vaccins peuvent toujours être efficaces. Merci. Merci pour vos questions, vraiment. Elles sont très pertinentes et en plus très précises. Alors, la première, je répondrai pour la rupture de la chaîne du froid. Une épidémie demande obligatoirement une investigation. L'investigation d'une épidémie, quelle qu'elle soit, doit être faite, et c'est la réglementation algérienne depuis 2009. Devant chaque cas de rougeole, puisqu'on parlait de rougeole, dans chaque cas de rougeole, on est obligé d'enclencher une enquête épidémiologique. Et lorsqu'on a affaire à une épidémie comme celle-là, on est obligé là aussi d'enclencher l'investigation de cette épidémie pour savoir comment elle est apparue. Effectivement, non, c'est en cours, on ne peut pas. Puisque l'investigation, c'est 10 étapes. 10 étapes qui doivent être... Nous sommes actuellement dans l'étape numéro 3, pas plus, puisqu'on est en train de colliger les cas certains. Parce qu'encore une fois, je vous répète, quand on est en phase épidémique, vous avez le cas possible, vous avez le cas probable et vous avez le cas certain. Donc, on ne sait pas comment... Le possible, il y en a beaucoup. Le probable, ça diminue, mais le certain, c'est... Voilà, ce sont ceux-là. Et donc, on est en train de vérifier. Et ensuite, on va voir quels sont les facteurs qui ont pu amener l'apparition de cette épidémie. Je parle de l'épidémie de rougeole. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Ou il n'y a pas d'anticorps dans le corps de tous ceux qui ont été atteints. Et là, automatiquement, vous avez l'apparition d'une épidémie. C'est probablement des facteurs qui a fait qu'il y a eu ces épidémies, puisque le taux de couverture vaccinale pour la 2e dose qu'on a enclenchée était ridiculement bas. Et maintenant, il commence un petit peu à remonter. Et la meilleure preuve qui a été vue sur le terrain, c'était dans la commune de Mreyer, à El Oued, où tout le monde avait reçu sa 2e dose dans le cadre du rappel. Et il y a eu un seul cas de rougeole. Un seul cas dans cette commune. Parce que tout le monde était vacciné. Alors que dans les autres où vous n'étiez pas vacciné, vous avez eu ce nombre de cas qui était important. Donc vous voyez, c'est un des facteurs qui fait que... Le deuxième, j'y crois moins, c'est la rupture de la chaîne du froid. Une rupture de chaîne du froid, vous savez, ça peut arriver, mais c'est immédiatement pris en charge parce que nous avons des mouchards partout. Ce sont des systèmes maintenant très sophistiqués qui nous disent, attention, ce vaccin a été réchauffé. Pourquoi s'il a été réchauffé? Pour une raison X, vous savez que un réfrigérateur médicalisé où il y a du vaccin a un thermomètre. Et il y a une prise de température tous les jours pour savoir s'il a chaud ou il n'a pas chaud, si c'est plus 4 conservé, oui ou non. Et vous avez à l'intérieur un mouchard qui, dès que la température augmente, il change de couleur. Et s'il change de couleur, ça veut dire que votre vaccin a été réchauffé. Et comme c'est un vaccin vivant atténué, et donc, non, on ne le jette pas. On le ramène à l'Institut Pasteur. On ne jette pas. Le vaccin ne se jette pas, il se ramène. Oui, mais je vous dis, il y a des mouchards pour ça. Vous savez, le personnel est très bien formé depuis des années maintenant qu'on travaille là-dessus. Je peux vous dire que des ruptures très sérieuses en termes, parce que, vous savez, une rupture de chaîne du froid, c'est une catastrophe au plan de la santé publique. Parce que votre vaccin est inefficace. Et vacciner des gens, des citoyens, en leur disant, voilà, vous êtes protégés alors qu'ils ne le sont pas, vous savez, c'est dramatique. Hein, d'accord? Donc, ça ne se fait pas. Et donc, pour ça, c'est l'histoire de rupture de chaîne du froid, non. Non, il y a, plutôt, on n'a pas du tout. On a bouleversé notre calendrier de vaccination normal
on a bloqué, on a tout modifié, et ça a été un petit peu... Ça a été l'édifice qui a été secoué. Hein. Vous savez, on a commencé 14% de couverture vaccinale sur les 90 attendus. Le vaccin était là, tout était prêt, le personnel, non, je ne fais pas. Et alors? Quel cas de décès, madame? Combien vous avez dit? 2. Comment ça, c'est 2? Quoi? Quel 2? Tué par quoi? Juste après le vaccin. L'enquête n'a jamais été faite. Comment ça? Non, madame, mais attendez. Médiatiser quoi? Qu'on a médiatisé quoi? Vous savez, quand il y a décès, vous savez, il y a un procureur de la République qui intervient avec la police et tout. Les causes de décès, vous savez pas. Quoi, le vaccin, ou c'est une injection de quoi? Ou il a été étouffé, je sais pas moi. Un mort, c'est un mort. Et quand il y a un mort, on ne peut pas, il faut attendre. Pardon? Où ça? Ah oui, bah oui, Hôpital? Jamais. Après un vaccin. Mais écoutez... On parle jusqu'à présent à la chaîne 3 et tout ça, chaque fois qu'on parle de vaccination. Attendez, mais, écoutez, soyons juste... Écoutez, on va essayer d'être simple. Bon, je ne veux pas entrer... Elle explique, madame explique les réticences. Non, c'est pour expliquer. Voilà le genre d'affirmation. Voilà le genre d'information qu'il faut maîtriser. Il faut bien maîtriser. Moi, en termes d'épidémiologiste, vous savez, mes indicateurs personnels d'épidémiologie, c'est les suivants. Quand j'ai un produit, on me dit il tue. Ah bon? Je dis il tue beaucoup ou un peu? Je calcule ce qu'on appelle un taux de létalité. C'est-à-dire que celui-là, attention, il tue. Bon. Et le taux de létalité est de temps. Alors moi, je voudrais que vous m'expliquiez, madame, tout simplement, comme ça, dans la logique. Hein. Alors, pourquoi j'ai fait 800 000 enfants, je les ai vaccinés, personne n'est mort. Et puis tout d'un coup, il y a eu 2 qui sont morts le même jour, à une demi-heure d'intervalle, dans le même endroit. Et on dit que c'est le vaccin. Et les 799 998 autres, pourquoi ils ne sont pas morts à une demi-heure d'intervalle? Et c'est le même vaccin. Ah ouais, c'est pas possible. Le vaccin, il y a 10 doses dedans. Hein. Comment il a tué que 2? Non, il y a un problème. Bon. Attendez. Non, il n'a pas été retiré. Non, il n'a pas été retiré. On a continué à vacciner. Et puis ensuite, comme il y a eu ce qu'on appelle les mesures conservatoires, ça c'est tout dans le temps de refaire. Bien sûr, toujours. Il a été retiré, il n'a pas été retiré. On a eu des mauvaises informations qui ont été diffusées. En tout cas, jusqu'à maintenant, encore une éliminer les causes. C'est 2 décès, comme je dis, sur 700 000 me donne un taux de létalité de 0,00017. Donc c'est bon. Je peux dire il tue pas, voilà. En termes épidémiologiques, hein, je parle d'épidémiologie, je parle de choses importantes. Donc la rumeur, c'est quelque chose qui peut arriver, je ne sais pas de quoi, et on dit, on raconte. Ceci a fait qu'on a peut-être arrêté de vacciner, et puis un résultat des courses, le voilà. C'est tout. On ne donne pas de protection, on ne provoque pas donc d'immunité collective. Le résultat, on aura l'apparition d'épidémies. Et ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, donc pour la rougeole. Maintenant, je voudrais... Alors, la grippe, il y a à peu près 150 à 200 virus de la grippe. Différents. Chaque virus de la grippe est codé. HN, hémagglutinine neuraminidase. Dans les H, il y en a 16 et dans les N, il y en a 9. Donc vous avez chaque virus est codé, il a ses particularités. Chaque saison, je dis bien chaque année, on a des épidémies de grippe saisonnière qui arrivent parce que ces virus sont des virus mutants et ils mutent en permanence. Vous avez des petites mutations saisonnières
qui font que le virus de tel type, dans la même année, il mute un tout petit peu, donc l'année d'après, c'est un autre, et c'est pas ça ne donne pas ce qu'on appelle une immunité croisée, c'est-à-dire ce virus de l'année 2015 ne donnera pas d'immunité par rapport à celui de 2012. C'est comme ça. Et puis de temps en temps, ce virus, qui est généralement les virus de la grippe, vient du règne animal. C'est dans le règne animal. Vous avez des grippes aviaires, c'est les grippes, tout ce qui est poulet, canard, oie. Vous avez des grippes chevalines, porcine. Oui, porcine, caprine, cameline aussi, le chameau aussi, il attrape la grippe, il a ces virus de la grippe aussi. Donc ces virus-là, de la grippe, du règne animal, peuvent se transmettre à l'homme. Quand ils se transmettent à l'homme, généralement, cet homme meurt de grippe. Les premiers, ce qu'on appelle les cas index, meurent parce que l'organisme reçoit un nouveau virus qu'il ne connaît pas et ce virus l'envahit et peut le tuer. Là aussi, comme tous les virus, un virus peut condamner et un autre germe qui existe dans le corps peut exécuter la personne et le tuer. Et puis, lorsqu'il passe ensuite, ce virus qui était animal passe à l'être humain, puis ensuite, de cet être humain, il passe à un autre être humain, il passe donc du règne animal au règne humain. Et il va se mélanger au génome de l'homme et ça donne encore un autre virus, un nouveau virus. Et c'est pour cette raison que chaque année, on a des nouveaux virus qui apparaissent. On a une grippe saisonnière qui est différente de celle de l'année d'avant. Et c'est pour ça que chaque année, on travaille pour, un, les reconnaître un par un, deux, produire le vaccin de la grippe de cette année, de la saison. Et c'est pour ça que les changements sont permanents. Il y en a qui sont, lorsqu'il y a un passage, vous voyez, du règne animal au règne humain, ces virus-là sont très virulents, c'est-à-dire qu'ils tuent très rapidement. Je vous rappelle que lorsqu'on n'avait pas les vaccins, et je me réfère surtout à la grippe de 1920, la grippe espagnole, où c'était un H1N1, parce qu'on l'a retrouvé après, c'était un H1N1 aussi. Il a tué, cette épidémie de grippe a tué 20 millions de personnes. Et ça continue. Chaque année, vous avez des personnes qui payent un lourd tribut à la grippe. Qui sont-elles? Les personnes âgées. Et c'est pour ça qu'on demande à toutes les personnes de plus de 65 ans de se faire vacciner pour se protéger, parce que le vaccin ne fait que protéger. Et il est, j'allais presque dire, immoral de dire à quelqu'un non, ne te vaccine pas, attrape la maladie. Donc, et toutes les personnes qui ont une comorbidité, c'est-à-dire qui sont déjà malades, ils ont un diabète, ils ont une hypertension, ils sont asthmatiques, ils ont une insuffisance rénale, ils ont une maladie chronique. S'ils attrapent la grippe, cette maladie va se compliquer et ils risquent de perdre la vie. Et c'est pour cette raison que toutes les personnes chroniques les femmes enceintes qui perdent leur immunité aussi, on leur demande de se faire vacciner pour la saison. Parce que s'ils rencontrent le virus de la grippe saisonnière, ils risquent de perdre et leur enfant et de perdre la vie. Cette année, on en a perdu 3, comme ça, de femmes enceintes, de la grippe. Et alors, le système de la grippe, dès qu'il y a chaque année, vous avez un système de surveillance de la grippe en Algérie. La grippe est un centre de référence pour l'OMS. Il y a un système de médecins dans toute l'Algérie qui est maillé à travers l'Institut Pasteur. Et donc, tous les prélèvements... Oui, c'est une veille sanitaire. Et chaque fois qu'il y a un problème de grippe, ils envoient ça à l'Institut Pasteur. Et l'Institut Pasteur identifie le virus qui est en train de circuler et l'envoie à Londres, qui est le centre mondial de la grippe. Et à Londres, là-bas, on l'enregistre et c'est comme ça qu'on sait quels sont les virus de la grippe qui circulent dans le monde pour pouvoir sortir le vaccin de la saison. Et chaque vaccin saisonnier, il a une composition qui est différente de celle de la saison précédente. Et il y a 2 vaccins, celui de l'hémisphère nord et celui de l'hémisphère sud. Donc vous voyez, c'est une lutte permanente contre la grippe. Et c'est pour ça que
Et elle ne sera pas finie de sitôt, parce que ce sont des virus qui mutent en permanence. Et c'est la seule riposte qu'on a. Il n'y a pas de traitement contre les maladies virales. Il n'y a pas de traitement contre la grippe. Donc seule la vaccination permet en tout cas de maîtriser l'apparition de grippe et surtout de faire reculer la mort. Parce qu'en fait, c'est un petit peu l'origine de toute la vaccination, c'est de pouvoir lutter contre la morbidité et surtout lutter contre, diminuer la mortalité liée à la maladie. Professeur, alors la grippe, oui, la grippe de la saison, la grippe de la saison va arriver au mois de septembre, Inch'Allah. Et là, c'est un appel à tous ceux qui ont fait déjà de refaire encore une fois pour se protéger encore une fois. N'oubliez pas que les anticorps sont cumulatifs, ils restent dans le corps parce qu'on a des cellules mémoire qui nous permettent de dire attention, celui-là je le connais puisque j'ai été vacciné il y a 3 ans contre ce virus. Voilà. Parce qu'on est pris un peu par le temps, c'est juste pour clore la conférence. Bien sûr. Je voudrais revenir sur l'épidémie de 2003. Vous avez évoqué le chiffre de 15 000 cas. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de décès? Vous n'avez pas le chiffre? Non, il y a eu des décès, mais je ne me rappelle plus de... Enfin non, 5% à peu près de personnes qui sont décédées. Mais non, un décès par rougeole est un décès de trop, il faut le dire. Un décès par rougeole est un décès de trop parce qu'on a le vaccin, on peut... Est-ce qu'on peut dire que la situation est maîtrisée, que le chiffre de 2700 cas va stagner ou là il n'y aura pas de nouveaux cas? Normalement. On maîtrise la situation? Bien sûr, puisqu'on est en train de vacciner sans arrêt. Mais si la population continue à accepter puisque c'est elle-même qui se présente, il n'y a pas pire qu'aller dans des maisons et imposer une vaccination. C'est pas bon. En termes de santé publique, on n'impose pas. On ne subit pas une vaccination. On bénéficie d'une vaccination. C'est un bénéfice. On ne subit pas. Et donc, on ne peut pas aller faire vacciner des gens qui ne veulent pas être vaccinés. C'est impossible. Donc, si on adhère à un programme de d'immunisation, c'est parfait, on maîtrisera la situation. On a les armes, on a les munitions, on a les soldats, on a tout. Et c'est une guerre contre la rougeole. Allons-y, on devrait la gagner. Merci, professeur, avec ça. Merci beaucoup. C'est clair. Très bien, avec ça. Bonjour. Merci, je vous laisse, madame la journaliste. Merci beaucoup.